nous avions décidé de préparer le document, de le rendre digeste. Donc, entre vos mains, vous avez déjà le document qui fait l'objet de la formation. Des explications pourront sortir du cadre du document, mais formellement, c'est ce qu'il faudra savoir que vous avez déjà dans vos documents. Donc, ce que nous allons faire, c'est que vous allez disposer d'un stylo et pouvoir enregistrer, marquer, prendre des notes. Moi, je me suis déjà amusé comme j'aime le faire. Je remercie déjà Razak d'avoir relu le document de cette façon. Moi, j'ai déjà détaché mon document, puisque c'est un document paginé. Ça me permettra d'en faire un usage un peu plus. Donc, chacun va gérer son document comme il le voudra bien, pour qu'on puisse en tirer le meilleur. Le thème principal, je l'ai subdivisé en 3 parties. La première partie, c'est intitulé « Facteurs de conflit dans les organisations ». Nous allons aborder là quels sont les éléments pertinents qui caractérisent les conflits et pourquoi généralement il y a des conflits dans les organisations. Dans un deuxième temps, nous allons voir la psychologie des conflits, c'est-à-dire les idées, les représentations que les individus se font des conflits. Parce que si nous n'avons pas une certaine psychologie des conflits, il serait difficile de pouvoir venir à bout des conflits. Et dans un troisième temps, nous allons voir quelques modes de règlement des conflits. J'ai choisi, par exemple, là, de n'aborder que les modes alternatifs. Nous allons voir tout à l'heure ce qu'on appelle le mode alternatif, parce que les juridictions sont là pour nous écouter sur certains de nos différends. Donc, nous n'allons pas aujourd'hui revoir la procédure devant les juridictions parce que vous n'êtes pas des juristes, parce que vous serez bien obligés en certaines circonstances de prendre des avocats. Mais le rôle que nous assignons à la formation d'aujourd'hui est de faire en sorte que nous n'ayons pas de différends, des conflits qui nous amènent quasiment devant les tribunaux. On a vu pas mal d'associations au Bénin finir devant les tribunaux. On a vu pas mal d'organisations finir devant les tribunaux. À quoi ça sert? Alors qu'hier, on s'est mis ensemble pour dire nous allons travailler, de se retrouver le matin devant les tribunaux parce que Pierre a dit ou parce que Paul a fait, etc. On nous a arrangé pour traiter le premier thème et le deuxième, si nous le pouvons, avant la pause café. Et après la pause café, nous allons examiner le troisième thème. Ce que je souhaiterais qu'on fasse, c'est un débat interactif. Il ne s'agira pas, nous ne sommes pas là en train de donner un cours, nous sommes en train d'échanger, je ne vous apporte rien de nouveau, vous êtes des chefs d'organisation, vous êtes déjà dans les organisations depuis longtemps, vous avez déjà géré des conflits par le passé, ce n'est pas aujourd'hui que vous voyez le mot conflit pour la première fois ou que vous vivez un conflit pour la première fois. Donc nous allons partager, nous allons échanger, je vais apprendre de vous, vous allez certainement apprendre un peu de moi. Et nous allons sortir d'ici grandis, ragaillardis. Alors, avant d'introduire effectivement le thème, il me plaît de revenir un peu à la notion centrale qui est l'association. Parce qu'au lieu de dire règlement des conflits dans les organisations ou dans les syndicats, nous avons choisi de dire règlement des conflits dans les associations. Juridiquement, lorsqu'on parle d'association, c'est bien différent d'une société. Une association n'est pas une société. Une association n'est pas une coopérative. Une association, ce n'est pas un regroupement. Une association, comme l'indique bien son nom, signifie tout autre chose que l'ensemble de ces choses. Mais concrètement, l'association, c'est quoi? Quand on parle d'association, habituellement, on entend un groupe de personnes qui se mettent ensemble parce qu'ils font la même chose, la même chose et parce qu'elles ont une même vision. Des personnes qui sont dans le même domaine, qui sont dans le même secteur, se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts, pour participer à l'épanouissement de leurs activités. C'est en ce point-là qu'il y a non seulement une petite différence entre l'association et le syndicat, mais aussi une petite ressemblance. Le syndicat est généralement constitué pour défendre les intérêts de ceux qui y sont affiliés. Il peut arriver que le syndicat soit composé de personnes n'ayant pas les mêmes activités, ne travaillant pas dans le même domaine. Il suffit simplement que leur objectif soit de lutter pour défendre, n'est-ce pas, ou pour améliorer leur situation sociale. Mais en matière d'association, il y a toujours un point commun. Il y a toujours une communauté de pensée. Il y a une communauté de vie.
il y a une communauté de vision et une communauté d'action. Exemple, l'association des soudeurs de Cotonou. Si les soudeurs peuvent créer une association, parce qu'ils sont tous soudeurs, et qu'ils estiment qu'en se mettant ensemble, ils peuvent améliorer leur façon de faire le soudage, leur technique de soudure, etc., etc. Si on dit association des artistes plasticiens de Cotonou, c'est parce qu'ils sont tous plasticiens qui se mettent ensemble. S'ils ne sont pas des plasticiens, ils se mettent ensemble, ce serait difficile. Ça veut dire qu'ils veulent travailler pour l'amélioration de leur cadre de vie, de leurs conditions de vie. Autrement dit, lorsque je parle de l'association des couturiers ou des couturières de Cotonou, par exemple, ça signifie que si cette association fonctionne bien, ils pourraient se regrouper un certain jour de la semaine pour dire comment est-ce que le patron d'un costume de telle nature est tracé. Comment est-ce que l'on relève un pantalon? Quelle est la différence entre tel type d'appareil ou tel type de machine et tel autre? Dès qu'ils se rassemblent, voilà les choses qu'ils sont censés faire ensemble. Si je passe donc à une autre vitesse, en disant l'association des artisans de Cotonou, c'est parce qu'ils sont tous des artisans. Autrement dit, ils exercent une activité manuelle et utilisent une main-d'œuvre limitée. Ce ne sont donc pas des industriels. Si donc nous disons association des artisans de Cotonou et que parmi ces artisans-là, nous avons des industriels, ce n'est plus une association. Généralement, ça fait partie des difficultés de nos associations. On crée une association dans laquelle des gens qui n'ont pas une communauté de vision se mettent ensemble. Des gens qui n'ont pas une communauté de but se mettent ensemble. Résultat, chacun veut une chose, soit d'une façon différente, ou simplement, les gens veulent des choses de nature entièrement différente. Cela génère forcément des conflits. Certains recherchent des avantages spécifiques dans les associations. Maintenant que j'appartiens à une association, mon entreprise doit mieux fonctionner. Maintenant que je suis le secrétaire général de l'association, je dois devenir riche. Maintenant que je suis le trésorier général, je dois garder l'argent et m'enrichir. L'association, ce n'est pas son but. Alors, donc, une association n'est pas une entreprise non plus. Le but de l'entreprise, c'est la recherche du profit. Si vous êtes dans une association, c'est parce que vous avez chacun vos entreprises. Ça peut être un facteur de conflit, nous le verrons tout à l'heure. Parce que moi, mon entreprise vise un but, le profit. Je me retrouve ici pour faire une formation. La formation commence à 9 h et ne finit qu'à 20 h. Où se trouve mon entreprise? Où est mon étalage? Où se trouve ma boutique? Ça veut dire déjà qu'il y a un conflit entre ce que je désire faire de ma journée et ce que je viens faire réellement ou ce que j'en ai fait réellement. C'est la même chose lorsque un membre d'une association a le sentiment que l'association doit faire en sorte que son entreprise à lui seul émerge. Il y a plusieurs entreprises ensemble, il y a plusieurs spécialistes ensemble, mais lui voudrait que ce soit simplement son entreprise qui émerge à travers ce qui est fait. Donc, pour me ramasser un peu, je voudrais vous dire qu'une association n'est pas un syndicat. Une association n'est pas une entreprise. Une association n'est pas un groupement de ceci ou de cela. Une association, c'est un ensemble d'individus ayant une communauté de vision, ayant une communauté de but, qui font la même chose et qui décident de s'épanouir ensemble. Le but fondamental, c'est l'épanouissement. Il peut arriver que l'association lutte pour son maintien, mais le but de l'association n'est pas de lutter. Autrement dit, il y a une association qui se crée, qui ne fait quasiment rien. Et à la fin de l'année ou du mois, on se rassemble pour dire le ministère est en train de nous déranger. Allons attaquer le ministère. Si l'association résume toute son activité à la défense des intérêts de ses membres, ça veut dire que c'est un syndicat raté. Mais l'association doit poursuivre principalement, je disais bien, la promotion et le développement de ses membres. Vous êtes tous dans le domaine du théâtre. Vous êtes tous dans le domaine de la communication, quelle que soit la forme qu'elle prend. Ça veut dire que vous devez avoir des journées où vous vous rencontrez. Vous dites, mais vous, comment vous fonctionnez dans votre entreprise? Quand nous sommes devant telle situation, quelle est la solution? J'ai essayé de faire tel type d'activité la dernière fois, j'ai échoué. Et vous partagez. Pour que vos différentes organisations, pour que vos différentes entreprises, membres de l'association, puissent s'épanouir, puissent se développer. Et c'est bien là la grande source de difficultés. Alors, dans le document au niveau de la page 2, nous avons essayé d'introduire un peu la notion de conflit. Pour comprendre à peu près ce que c'est que le conflit, vous m'excuserez, nous allons procéder d'une façon particulière parce que je dis souvent que quand on va à un séminaire, qu'on a un document dans les mains, qu'on n'y écrit rien,
qu'on n'y trace rien, qu'on n'y marque rien, que la formation n'a pas été faite. Donc nous allons essayer de prendre quelques repères. Vous allez souligner, s'il vous plaît bien, que le petit Robert définit le conflit comme la rencontre. C'est le deuxième paragraphe, si on peut l'appeler ainsi. Le petit Robert définit le conflit comme la rencontre d'éléments, de sentiments contraires ou qui s'opposent. Quand nous disons conflit, c'est qu'il y a des sentiments antagonistes. Ça veut dire que la notion de conflit ne suppose pas préalablement deux individus. Même l'individu lui-même peut être en conflit avec lui-même. Je peux être en conflit avec moi-même. Certainement que vous avez déjà été en conflit avec vous-même ce matin. Une formation a été annoncée aujourd'hui. Hier à 20h ou 21h, vous recevez un coup de fil et on vous dit le festival de Bamako voudrait vous rencontrer ce matin à 9h pour poser quelques questions en vue de l'organisation d'un festival international. Et vous vous dites, bon, faut-il venir ici ou faut-il attendre à la maison que le représentant du festival de Bamako me rencontre? Il y a déjà là un conflit, deux intérêts antagonistes. Venir ici, d'abord, les recevoir ici, ou bien attendre à la maison pour les recevoir. Il faut alors, pour résoudre ce conflit, trouver la solution médiane. Que faut-il faire pour ne pas décevoir ceux qui sont censés me rencontrer pour me poser des questions et pour ne pas décevoir non plus ceux qui sont en train de me donner ici une formation. En dehors donc de ce plan interne, il y a les conflits externes, c'est-à-dire ceux qui opposent deux personnes différentes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Je vous prie de souligner la deuxième phrase du paragraphe qui suit. Il naît des confrontations quotidiennes d'intérêts et de valeurs. Vous avez pu découvrir cette phrase-là. Le conflit, il naît des confrontations quotidiennes d'intérêts et de valeurs. Et l'origine est ici l'interpersonnel. Si vous l'avez fait, vous allez remonter pour souligner que le conflit fait partie de la vie. C'est l'entrée, ça. Le conflit fait partie de la vie. C'est pourquoi nous devons savoir ce que c'est que le conflit. C'est ceux qui réussissent à trouver effectivement des solutions au conflit qui sont les vrais hommes. On dit, les vrais hommes sont ceux qui savent lutter. Disons quelque chose de banal. Je suis sûr que tous les hommes qui sont devant moi, je vais parler d'hommes petit âge, sont mariés. On ne marie pas sa soeur. La législation béninoise a même dit que même les cousins ne doivent pas les épouser jusqu'à un certain degré. Donc on ne peut pas épouser la fille de son oncle. Celle que nous épousons, c'est toujours celle qui est venue en dehors de chez nous. On a même vu des cas où les gens sont allés épouser des femmes qui ne sont pas de leur pays. On a épousé des femmes qui ne sont pas de notre village. Ça veut dire déjà qu'il s'agit de deux hommes différents. Pour prendre un exemple, excusez-moi de prendre cet exemple, au Sénégal, comme excuse, c'est quand même cela, les Sénégalais, quand ils préparent le riz, quand ce n'est pas en boule, ils ne mangent pas. Et quand on prépare le riz au Sénégal, il faut que ce soit forme de boule, de grumeaux. Donc quand il veut manger, il met la main, il attache, il voit si les boules. Donc on fait comme carrément comme si il y a de la pâte. Mais le Béninois, généralement, comment il mange son riz? Vous allez l'entendre dire, il faut que les grains soient séparés. Quand ce n'est pas séparé, pour lui, ce n'est pas du riz. Et puis, un jeune Béninois épouse une Sénégalaise qui est prise d'amour, voudrait faire un bon plat à son époux et pense que c'est du riz qu'il faut lui faire pour ce soir. Et qui, à la cuisine, prépare son riz bien agencé avec ses grumeaux et tout ce que vous voulez. Le mari, vous imaginez bien, qui attendait le riz comme ça se fait chez nous, qui voit que le riz est entièrement entrelacé, mêlé et coagulé entre griffes, et dit, mais quel est ce riz-là? Au départ, la dame avait pour mission de mettre la joie dans le cœur de son mari, de lui servir un bon mets, un bon plat pour ce soir. Elle a passé toute la soirée à la cuisine pour cela. Chez elle, c'est un mœurs, c'est une mœurs. Chez elle, c'est un comportement devenu constant. Le mari aussi attend quelque chose de bien de sa femme. Quand elle lui a annoncé qu'il va avoir une surprise à la table de ce soir, le mari était tout gai, il salivait déjà avant de venir s'asseoir à table. Mais arrivé à table, il tombe sur une nourriture qui lui paraît bizarre. C'est un point de conflit.
L'origine du conflit était déjà que ils ne sont pas des frères. Encore que parmi les frères, même jumeaux, il y a des conflits. C'est pourquoi on dit que les conflits sont du domaine de la vie. Et c'est la capacité à venir à bout des conflits qui permettent aux hommes de s'épanouir et d'avancer. Ça veut dire donc que si nous avons une organisation et nous disons qu'il ne doit pas avoir de conflit, c'est que nous n'avons rien compris de la notion d'organisation et que nous n'avons rien compris de la vie même. Il doit toujours avoir des conflits. Il y a certains spécialistes qui ont dit, si on ne trouve même pas de conflit, il faut les susciter des fois pour voir l'aptitude du groupe à grandir. Papa et maman sont en difficulté. Papa dit c'est ça, tu vas rentrer chez toi. Au lieu de chercher la solution au problème, il veut renvoyer maman. Qui lui dit que la dame qui viendra remplacer maman sera meilleure? Résultat, avant d'avoir 50 ans, il aura pris 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes. Et comme on dit chez nous, le quartier tout entier dira cet homme-là est un homme dangereux. Lui seul, 5 femmes déjà. Il doit avoir aussi un problème particulier. Donc c'est l'inaptitude à régler les conflits en réalité qui fait de nous des sous-hommes. Mais la capacité à régler effectivement les problèmes fait de nous des hommes. Et il faut forcément des conflits pour la vie. Je vous prie de souligner que les conflits existent dans toutes les organisations, aussi finement agencées que soit le système formel. Vous avez vu cette phrase? Et quelle que soit la cohésion de l'organisation informelle. Ça peut aller. Donc, il n'y a pas d'organisation humaine, il n'y a pas de mouvement sans conflit. Regardez un peu ce que c'est qu'un gouvernement. Gouvernement. En principe, quand on dit gouvernement, c'est la chose la plus élaborée d'un État. Pourquoi? Le gouvernement devrait être la chose la plus élaborée de tous les États du monde. Parce qu'il y a d'abord une constitution qui dit, pour prendre un président, voilà ce qu'il faut faire. Les ministres doivent être désignés de telle façon. Regardez par exemple le cas de la France. C'est le Premier ministre qui fait le gouvernement. Ça veut dire que le président est élu et il n'a même pas le pouvoir de faire lui-même son gouvernement. C'est le Premier ministre qui fait le gouvernement. Mais regardez, malgré tous les agencements qui se font, vous allez voir que même les ministres ne s'entendent pas. Il n'y a pas besoin de dire qu'ils ne s'entendent pas. Un ministre prend la parole, comme il a pris la parole, il parle. Le lendemain, le troisième jour, le ministre prend la parole, et on voit quasiment ce qu'il a dit. Et le contraire, c'est change. Et pourtant, quand ils sortent de là, on dit, mais le ministre des Finances a promis. Non, c'est pas souvent ça. Et le ministre, et pourtant, la décision de l'unité est sortie de les ministres. Donc, les organisations, quel que soit le point de formalisation, il n'y a rien à faire. Les conflits sont plus. Je vous prie de souligner toujours le paragraphe. Les conflits sont inévitables, on en a parlé. Mais pourquoi dit-on que le conflit est subjectif? Le conflit est subjectif parce que le conflit ne peut pas être géométrisé, ne peut pas être mathématisé. Vous êtes assis là. La journée d'après, le même personnage vient et à la même personne dit la même chose, qui se met en colère pour dire pourquoi tu me dis ça, ne m'aime pas. Il dit la même scène d'hier, c'est ça la subjectivité. Ce que vous avez dit à Paul qui est allé hier, vous le répétez la même chose aujourd'hui, il se met en colère. Et que nous sommes ici de susceptibilité, il n'y a rien à faire, les conflits sont latents, les conflits sont sous-jacents. Il sourit, il dit pourquoi il sourit. Imaginez que quelqu'un en colère se mette à sourire et qu'on lui dit mais toi tu ris alors qu'on parle de choses sérieuses. Alors que son état n'est pas le rire. Il a eu juste un rictus parce qu'il était en colère. Donc, il vous dit ce que tu viens de me faire est une offense pour que votre relation dure, tu devrais vous le faire de la vie. Ça veut dire que vous avez déjà gagné quelque chose. En fait, mon papa ne supporte pas, le président ne supporte pas. Dès que nous savons déjà cela, c'est que nous avons avancé. Or, il n'est pas possible de savoir. Faites des avances à une dame qui demeurera votre épouse jusqu'à la fin de vos jours. Un jour, la femme accepte les avances d'un homme et demeurera avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Ça va durer peut-être 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et pourtant, ils ne se connaissaient pas. Pourtant, chacun a déjà eu 18 ans avant de venir, 20 ans avant de venir. Ils vont se découvrir chaque jour. Est-ce que vous avez jamais vu pour des hommes mariés que vous êtes, des femmes mariées que vous êtes, vous avez jamais vu un couple qui voulant se marier dit bon maintenant prends un cahier,
écris ce que tu n'aimes pas. Toi, prends un cahier, écris. Quels que soient les prérequis, quels que soient les principes que vous élaborez, il y a toujours une nouvelle chose que vous découvrez pour dire ensuite, moi j'aime pas. Tu m'as fait ceci hier, moi je n'ai pas supporté. Donc, c'est cela qui fait la cohésion. Donc, tout conflit, lorsqu'il est bien réglé, apporte un changement positif à l'organisation. Et s'il est mal réglé, il apporte aussi un changement négatif. Parce que quand on parle de changement, il peut être positif ou il peut être négatif. Au paragraphe qui suit, je vous prie de souligner, comme les conflits sont inévitables, une démarche qui peut donner de bons résultats consiste à les utiliser de telle sorte qu'ils deviennent un moyen approprié et efficace pour atteindre les objectifs. Il faut pouvoir utiliser les conflits pour avancer. Il faut que les conflits soient des moteurs de développement. Je vais vous donner un exemple simple parce que c'est toujours bien de partir des exemples. Une moto en panne ou une voiture en panne, c'est un conflit entre la moto et son propriétaire. Quand votre voiture est en panne ou que votre moto est en panne, c'est un conflit entre vous et votre moto. Autrement dit, vous, propriétaire de la moto, vous avez envie de vous rendre à Calavi pour une affaire urgente et importante. Vous, propriétaire de la voiture, autrement dit, du moyen, du véhicule, pour être plus simple, vous avez un projet sérieux à Calavi. Une question de millions. Une question de ponctualité. À 8 h, il faut être à Calavi. Vous avez un véhicule. Vous dites, bon, de Cotonou à Calavi, si tout se passe. Si un véhicule est en panne, vous êtes d'accord avec moi que c'est parce qu'à un moment donné, il y a une chose qu'on doit faire, qu'on n'a pas faite. Et parce que la chose n'a pas été faite, au moment où vous en avez le plus besoin, le véhicule vous lâche. J'ai dit que c'est un conflit. Ça doit générer un changement. Désormais, si vous avez un rendez-vous important, vous devez prendre la mesure de la voiture la veille. Est-ce que cette voiture-là peut y aller? Donc, un conflit, lorsqu'il est réglé, apporte toujours un changement positif lorsqu'on sait prendre les mesures qu'il faut. Et c'est cela qui dégage les principes. Les techniciens vont vous dire, si tu veux voyager, la veille, envoie ton véhicule au garage. Fais-le analyser. Vidange, contrôle de ceci, contrôle de cela. Les pannes n'avertissent pas, mais tout au moins, tu auras pris les mesures qu'il faut pour aller à ton port. Cette démarche exige l'acceptation de l'idée selon laquelle une organisation parfaite n'est pas exempte de conflits et que les conflits sont utiles pour parvenir au changement nécessaire. C'est vrai qu'on l'a mis en gras, mais je souhaiterais qu'on souligne à nouveau. Il n'y a pas d'organisation sans conflit, quelle que soit la façon dont l'organisation est faite, quel que soit le sérieux de ses membres. Mais s'il vous plaît, les grands savants ont dit que la religion est ce qu'il y a de plus pur. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de plus bon ou de ce qu'il y a de meilleur, mais que la religion est ce qu'il y a de plus pur, puisque c'est le lieu par excellence où tous les individus disent la même chose et pensent à la même chose. Vous prenez l'islam, tous disent la même chose. Vous prenez le christianisme, tous disent quasiment la même chose, même s'ils ne le pratiquent pas de la même façon. Et pourtant, c'est le lieu où nous avons les conflits les plus graves. Regardez la vieillesse et l'ancienneté du Vatican. Vous devez avoir appris il y a quelques mois qu'il y a crise au Vatican. Et pourtant, ça veut dire que les conflits sont de l'ordre de l'humain. Tant qu'il y a des êtres humains qui ont des intérêts, qui ont des visions, qui ont des buts, il y a toujours des conflits. Donc, croire qu'il ne doit jamais avoir de conflit, c'est une erreur. Donc, lorsque nous sommes à la maison, que nous nous annihilons, c'est-à-dire que nous tuons tous les conflits qui nous opposent à nos enfants, nous risquons de ne pas bien les éduquer. Papa fait en sorte que ce soit toujours lui qui ait raison. Un enfant ne doit jamais donner la position contraire. Or, il fallait bien que l'enfant te donne sa position contraire pour que tu saches que ce petit n'est pas d'accord avec ce que je dis. Sinon, un jour, il finira par faire un béni-oui dangereux. Papa a dit, d'accord, mais dès que papa sort, il fait le contraire. Papa dit à la maison. Donc, si l'enfant distingue entre les règles de la maison et les règles du dehors, l'éducation est faussée. C'est-à-dire à la maison, l'enfant est sage, il va à l'école, il devient turbulent. Parce que son papa ne lui permet pas d'évacuer le trop-plein de turbulence qu'il a dans son cœur afin de le réguler. Un jour, on va revenir dire à papa à la maison, ton enfant a fait ci, il dit jamais.
Je jure, mon enfant ne fera jamais ça. Et pourtant, c'est vrai. Puisqu'il n'a pas laissé le temps à l'enfant de s'épanouir réellement, afin qu'il puisse corriger en lui ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de mauvais. Vous allez souligner à la page 3. Ce que j'ai mis en gras, c'est déjà mis en gras, mais je voudrais le faire souligner. Plutôt que de supprimer ou de tenter d'éviter les conflits, il faut les gérer de façon à ce qu'ils contribuent à la réussite d'une organisation. Donc si dans votre association, il y a toujours de conflits, vous êtes la meilleure association. Mais attention à une condition. Est-ce que vous trouvez toujours la solution à ce conflit? Mais voilà 10 ans que nous sommes là. Voilà 20 ans que nous sommes là. Nous n'avons jamais eu de conflit. Si vous affirmez cela, votre association n'est pas une bonne association. L'association dans laquelle il n'y a jamais eu de conflit n'est pas une bonne association. Dans le passé, voilà les grandes théories. On dit qu'une organisation sans conflit est une bonne organisation. Mais aujourd'hui, ça a échoué littéralement. Parce que l'organisation, l'association a des buts qu'il faut atteindre. Or, quand on dit but, on parle de planification. Quand on dit but, on parle de stratégie. C'est-à-dire nous allons tous contre le mur. Si je fais comme ça, j'irai au mur. Si je fais ça, j'irai au mur. Si je fais ceci, j'irai au mur. Ce qui est clair dans toutes les organisations, c'est le but. Là où nous allons. Mais rien n'est clair sur la façon dont nous allons y aller. On s'assoit pour déterminer. Un but, nous allons à Tokpa. Planification, on veut y aller quand? On veut utiliser quels moyens? On va suivre quelle étape? Nous allons suivre quelle direction? C'est sûr que si je demande à chacun, si vous allez à Tokpa, comment vous faites en sortant d'ici? Si je vous interroge, nous aurons au moins 3 types de réponses différentes. Comment voulez-vous que dans une association, il y ait 3 réponses différentes et qu'il n'y ait pas de conflit? Puis c'est bien ça la définition du conflit. Les gens veulent la même chose, mais de façon différente. Donc une organisation qui dit, nous avons tenu pendant 10 ans sans conflit, même pas le petit conflit, est une organisation qui n'est pas viable. Ça veut dire sincèrement qu'ils ont 2 objectifs cachés qui permettent de régler. Par exemple, excusez-moi de le dire, ça ne fait pas partie de ce que nous disons. La loi dit en matière de syndicalisme que le contenu de la caisse doit être versé à un autre syndicat qui joue le même rôle. On ne doit pas toucher à un seul sous-dedans. Vous avez bien compris? Pour que les gens ne se mettent pas ensemble aujourd'hui et disent syndicat, on cotise 1 million, 2 millions, 3 millions, ils disent non, le syndicat n'existe plus. Ils se partagent les millions. Ça veut dire que ce n'est pas la défense des intérêts de leurs membres qui les importe. Autrement dit, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, tant que les gens ont un but commun et font en sorte d'atteindre ce but, il va forcément y avoir des conflits. Vous allez souligner ensuite, il convient de considérer que les conflits font partie d'un comportement normal et qu'ils peuvent être exploités comme un moyen de favoriser et de réaliser les changements. Donc, globalement, c'est ce que nous allons essayer de détailler dans le cadre de cette formation. L'effort doit être récompensé. Si on peut récompenser l'effort et les mérites des uns et des autres, je pense que, deuxième palier, on aura évacué beaucoup de conflits. Troisième palier, c'est quoi? C'est le comportemental. Oui, moi je suis colérique, telle chose là. Non, un responsable ne doit pas dire, moi je ne... La radicalité, la catégorisation, on est catégorique sur des points, on ne peut pas, ça ne peut pas. Parce que tant que tu passes le palier, quand tu étais artiste, avec tes paradis artificiels, vous comprenez, je ne veux pas citer de choses, ça c'est autre chose. Mais quand tu passes d'actif simple à actif responsable, même avec tes paradis artificiels là, il faut te dire, ah, je dois commencer par me contrôler, aller avec modération. Et beaucoup d'artistes oublient, sinon beaucoup de responsables d'artistes, parce que les histoires de les crises qui naissent des droits de cuissage, qui naissent de si, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à gérer. On n'arrive pas à gérer. Parce qu'il y a ça aussi. Dans le comportement, les droits de cuissage aussi amènent beaucoup de crises et de difficultés à nos groupes. Non? Oui, mais c'est grave. Donc, je ne veux pas aller loin. Si vous parlez loin. Bon, merci beaucoup. Ce qui crée ces conflits dont Bagdi a parlé tout à l'heure, c'est en réalité l'état de mendicité dans lequel nous vivons tous les jours. Parce qu'il a peur. Il dit le peu là,
La richesse, nous devons faire en sorte qu'elle soit élastique. Pour l'instant, la richesse n'est pas élastique. Si la richesse avait atteint son degré d'élasticité, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de gens qui viennent, chacun aura sa part. Si tu viens, tu auras ta part. Si c'était comme ça, les gens se battraient pour quoi? Pour rien du tout. Pour rien du tout. Donc il s'agit de travailler à l'abondance. Et pour travailler à l'abondance, il y a un certain nombre de critères. Certainement qu'à un autre séminaire, on va en parler. Et comme il a dit tout à l'heure, le génie se cultive. Le génie ne vient pas des sommets ambitionnels comme le disaient nos parents. Lui, les génies depuis le ventre de ça. Mais c'est faux. Le génie se cultive. Et j'ai donné un exemple ici. Si une troupe théâtrale fait une répétition tous les samedis, qu'il y ait compétition ou non, le jour où vous allez la voir en compétition, elle sera forcément la meilleure. Parce qu'on ne saurait répéter le même geste tous les jours sans exceller. Quand on dit que celui-là il est bon, c'est pas parce que c'est inné. Il le fait tous les jours. Il le répète tellement de fois que même en dormant, il le fait bien. Parce que c'est devenu son naturel. Lorsqu'un geste devient votre naturel, c'est terminé. Écoutez les footballeurs quand ils vous parlent. Ils disent que tous les jours ils sont en entraînement. Tous les jours, sans exception. Et le jour où il ne va pas à l'entraînement, c'est qu'il est malade. Et s'il n'y va pas, il sait que c'est perdu. Celui qui a gagné la dernière fois, comment dit-on, le trophée mondial dans les 100 mètres plats, je crois. Mais il avait perdu d'abord l'année dernière, je crois, c'est cette année qu'il a repris parce qu'il a dit qu'il a perdu quelques jours de choses là, de préparation. Donc, qu'il est inné, si les gens ne continuent pas à croire que telle chose est donnée naturellement et qu'on la garde, parce que ceux qui jugeront, ce n'est pas vous-même. C'est souvent ce que je dis à mes collaborateurs. Quand vous serez partis, les gens parleront de vous, parce qu'on ne parle jamais des gens quand on est là. Le jour qu'ils vous diront que vous êtes bon, ce ne sera jamais en votre présence. Le jour qu'ils diront aussi que vous êtes mauvais, ce ne sera jamais en votre présence. Vous aurez fini de déblatérer, vous allez vous en aller, et ils vont faire leur commentaire. Ah oui, il est bon. Ah non, ce type-là, ça ne vaut pas la peine, j'ai perdu mon temps. Ça veut dire que ce sont les autres qui déterminent s'il a du génie ou non. Donc, persévérer, travailler toujours. Mais c'est la formation qui est la clé de tout. Donc, je suis heureux.